Un grand merci. Merci aussi pour votre question géographique. Je crois qu'on va continuer dans le cadre parisien, qui est celui de notre première moitié de matinée, mais elle sera élargie tout à l'heure, n'est-ce pas, par Emilio Léron, et la perspective européenne est la perspective qui nous occupe, avec ces différents modèles, centralisés comme en France, multipolaires comme en Allemagne, et les conséquences qui en découlent pour la vivacité des disciplines, pas seulement littéraires. Nous poursuivons à présent avec l'intervention, et j'en suis très heureuse, de Philippe Duret. Philippe Duret est bien connu ici et en Europe, à Heidelberg notamment, puisqu'on a parlé d'Allemagne. Il a été pendant longtemps, jusqu'à l'année dernière, exactement, le directeur de l'École du Louvre. Il est président, pardon. Directeur de l'École du Louvre. Directeur, pardon. Philippe Duret est diplômé de l'Institut de sciences politiques de Paris, ancien élève de l'École du Louvre lui-même. Il est conservateur et il est actuellement conservateur général du patrimoine, chargé de mission auprès du président directeur du musée du Louvre, cadre dans lequel il finit donc de rédiger ce livre qui circule déjà sous le manteau, comme l'a dévoilé tout à l'heure Jessica Desclos. Philippe Duret a été successivement conservateur à l'inspection générale des musées classés et contrôlés, directeur du musée des Beaux-Arts de Lyon, dont il a conduit de 1990 à 1998 la complète rénovation dans le cadre des grands travaux de l'État en région, administrateur général de la Réunion des musées nationaux et enfin, je le disais tout à l'heure, directeur de l'École du Louvre entre 2002 et 2017, dont il a transformé le régime des études en l'alignant sur le système français LMD. Et peut-être pour faire le lien avec ce que disait François-René Martin tout à l'heure, on peut dire aussi que non seulement le public est une seconde école, mais les élèves sont certainement aussi, avec leurs attentes, un lieu qui permet de faire évoluer une discipline ou une institution. Spécialiste de la sculpture française du XIXe siècle, Philippe Duret a été l'un des commissaires de l'exposition qui lui a été consacrée en 1986 au Grand Palais et qui a contribué à sa réévaluation. Il a été commissaire de plusieurs autres expositions. Je me permets de passer sur leur titre, mais la biographie est ici. Et il nous fait l'honneur d'évoquer donc les interactions, ou non, entre l'histoire de l'art telle qu'elle a été conçue, pensée, négociée, combattue au Collège de France et à l'École du Louvre. Un grand merci à vous, Philippe. Vous avez la parole pour 35 minutes. Merci beaucoup. En fait, je reprendrai le mot de François-René tout à l'heure, très intimidé par la présence ici. Pour la maison que j'ai dirigée pendant longtemps, c'est un pas un peu symbolique et tout à fait important, me semble-t-il, accru par la présence de Claire ici, qui m'a succédé. Je centrerai mon propos surtout sur l'École du Louvre et sur les débuts de cette école. L'enseignement naîtra de la conservation, comme la conservation est née de la collection. Ce sera un développement logique et pour ainsi dire organique qui fera porter à ces collections tous leurs fruits et tirera de ces vastes dépôts tout ce qu'ils peuvent contenir pour les progrès de la science et de l'éducation du public. Cette phrase, écrite en 1882 par Louis de Ronchot, le fondateur de l'École du Louvre, annonce un propos pédagogique fort, en apparence simple et séduisant, puisque la collection de musées, car c'est bien d'elle qu'il s'agit, a engendré les spécialistes nécessaires à sa conservation. Ces spécialistes sauront, à leur tour, en faire sortir naturellement, organiquement, les enseignements de tous ordres que cet ensemble d'œuvres ou d'objets renferme et en faire bénéficier la science et le public. Derrière ce qui n'est encore qu'une intuition, certes énoncée avec conviction, se cachent en fait beaucoup d'hésitations, beaucoup d'incertitudes quant aux objectifs, aux capacités et à l'organisation d'une école qui serait en charge de ces enseignements. Les progrès de la science et l'éducation du public ne sont-ils pas les buts mêmes de l'institution muséale? Quelle serait la valeur ajoutée spécifique d'une telle école? Quel public pourrait-elle concerner? S'adresserait-elle à tous ou devrait-elle prioritairement viser la formation de spécialistes? Pourrait-elle mener de front les deux propos,
Ces questions, l'école du Louvre va se les poser pendant 135 années de son histoire et elle continue d'une certaine façon de se les poser aujourd'hui encore. Il existe bien sûr de multiples façons d'utiliser les collections des musées pour enseigner, de multiples manières de les faire parler. L'idée première des fondateurs, nous venons de le dire, est de faire appel à la connaissance particulière qu'en ont les conservateurs. Cette idée est-elle devenue réalité et quelle méthode l'école a-t-elle mise en œuvre pour y parvenir? Pour tenter de répondre, il faut au moins examiner 3 aspects majeurs du problème. La réalité de la pédagogie par l'objet, la relation entre le programme des cours, l'organisation des collections et le fonctionnement des musées, enfin, la place laissée à l'enseignement de la muséologie. Mais auparavant, il est nécessaire de s'attarder un peu sur les hésitations, les évolutions des premiers temps de l'école, car elles expliquent en grande partie la suite, les choix ultérieurs avec leurs ambiguïtés longtemps maintenues, ou même les absences de choix, les adaptations plus ou moins volontaires, les contraintes extérieures par lesquelles on se laisse guider, bref, ce que l'on pourrait qualifier de plasticité de l'institution, en grande partie sans doute à l'origine de sa réussite. Je commencerai donc par évoquer la création de l'école, la pluralité des objectifs, poursuivi les débuts de la pédagogie par l'objet. J'en viendrai ensuite à l'enracinement réussi grâce à l'extension des programmes, mais marqué aussi par l'abandon des ambitions professionnelles. J'esquisserai enfin une difficile et longue conquête de l'équilibre entre service du grand public et mise en œuvre d'une formation technique. La création de l'école, la pluralité des objectifs et les débuts de la pédagogie par l'objet. En janvier 1882, l'école est créée comme école d'administration des musées. En décembre, elle ouvre ses portes en tant qu'école pratique d'archéologie et d'histoire de l'art. Comment et pourquoi est-on passé de l'une à l'autre? L'acte juridique fondateur de l'école est contenu dans un décret portant sur l'organisation et l'administration des musées, signé le 24 janvier 1882 par le ministre des Arts, Antonin Proust. L'article 5 de ce décret dispose « Il est institué auprès du musée du Louvre une école qui prend le nom d'école d'administration des musées. Un arrêté ministériel déterminera les conditions d'admission et de sortie et le règlement des études de cette école, destiné à recruter ultérieurement le personnel des administrateurs, conservateurs, conservateurs adjoints, attachés, inspecteurs des musées, conférenciers, bibliothécaires et architectes. L'administrateur du Louvre est chargé de la direction de cette école. L'administrateur du Louvre, c'est à l'époque le nom temporaire du directeur du Louvre. 6 mois plus tard, le 25 juillet 1882, un nouveau décret, signé cette fois par Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, rapporte celui du 24 janvier, resté jusque-là sans application, mais conserve l'élément principal de l'article 5, la création d'une école au Louvre. Il en renvoie le règlement à un texte ultérieur, en confie la direction au directeur des musées nationaux et lui donne sa dénomination définitive d'école du Louvre. Celle-ci trouve donc son origine dans un projet inabouti d'organisation des musées français. Il n'est pas possible de s'attarder ici sur le ministère des Arts d'Antonin Proust. Alors, vous l'avez à l'écran dans son beau portrait par son ami Manet. Le ministère des Arts est une création originale mais éphémère, il ne dura que 2 mois, du non moins éphémère gouvernement Gambetta. Rappelons seulement que les collections nationales, définitivement sorties du domaine réservé du souverain depuis la chute du Second Empire, attendaient encore en 1882 que de nouveaux objectifs, modes de gestion et moyens leur soient assignés, non seulement en matière d'acquisition, mais aussi de conditions de conservation, de choix de présentation ou de service au public. Proust proposait, dans sa réforme, d'élargir la liste des musées nationaux, d'établir, c'est son terme, une unité de protection et d'assistance mutuelle entre musées de l'État et musées des départements et des villes, en accroissant dépôts d'œuvres d'art et échanges, en créant un service d'inspection et une caisse commune d'acquisition, ainsi qu'un règlement qui, je cite, « fixera les heures auxquelles les conservateurs devront se tenir à la disposition du public, les jours où les conférences auront lieu dans nos musées, soit par les soins des conservateurs, soit par ceux des personnes qui seront autorisées par l'administration des arts. » Dans un tel contexte où les normes techniques et professionnelles, les contrôles, mais aussi les actions pédagogiques sont mises en avant,
la formation et la compétence deviennent déterminantes. D'où la création, en bonne place dans le décret, d'une école d'administration des musées, le terme administration recouvrant, nous l'avons vu, l'ensemble des fonctions d'encadrement autres que celles concernant la surveillance ou l'installation des œuvres. Au total, il s'agit bien pour Proust de réactiver la fonction éducative des musées, fonction essentielle aux yeux des hommes de la Révolution, leurs fondateurs, dont il faut poursuivre l'œuvre d'enseignement. Mais l'ambitieux projet à peine formulé va se trouver complètement réorienté. Déposé quelques jours seulement avant la chute du ministère, le projet est resté très imprécis quant aux modalités de sa mise en œuvre. Il eut pour seule traduction, nous l'avons dit, la confirmation de la création de l'école le 25 juillet par Jules Ferry. La raison de cette survie tient principalement à l'action d'un petit groupe d'hommes passionnés, actifs à l'intérieur du Louvre, et émus par des raisons diverses, parfois encore mal définies ou éloignées de celles de Proust, mais conscients de certaines carences du musée et décidés à faire jouer un rôle nouveau à ses collections. Leur chef de file est Louis de Ronchot, le directeur des musées depuis juillet 1881. C'est un poète, ami de Lamartine, républicain comme lui, et aussi archéologue à ses heures, auteur notamment d'un ouvrage sur Phidias. Dans les semaines qui suivent la chute de Proust, il adopte une double stratégie. D'une part, démontrer sans attendre qu'une école au Louvre est possible et même naturelle, et d'autre part, réorienter son objet vers celui d'une école pratique d'archéologie et d'histoire de l'art. Pour le premier point, il lui suffit de faire savoir à sa hiérarchie et à la presse que des cours de démotique et d'épigraphie sémitique ont déjà lieu dans le Louvre. Il a même prêté son appartement pour cela, donné bénévolement par 2 scientifiques du musée depuis 1 an ou 2, la date n'est pas très précise, le conservateur adjoint du musée égyptien Eugène Révillou et un attaché du tout nouveau département des Antiquités orientales, Eugène Ledrin. Vous les voyez tous les deux sur l'écran. Ces 2 hommes vont jouer à ses côtés un rôle déterminant. Tous les 2 sont fervents de philologie et d'épigraphie et sont passés par l'école pratique des hautes études. Tous les 2 sont directeurs de la revue scientifique de leur discipline. Le premier, personnage un peu fantasque, se voit comme le découvreur du droit égyptien. Le second est un fourriériste militant, également journaliste et passionné d'éducation populaire. Le 11 avril, Ronchot rédige un rapport fondamental dans lequel il définit son projet d'école. Le titre, je cite, « Le titre d'école d'administration dont s'est servi Monsieur le ministre des Arts ne doit pas être pris à la lettre. Ce que Monsieur Proust a voulu créer au Louvre et ce que nous y devons, ce me semble, organiser, c'est une école pratique d'archéologie et d'histoire de l'art, analogue à cette école des hautes études déjà établie pour d'autres sciences et qui rend de si grands services. » Voilà donc le modèle précisément annoncé. Quant à la place de l'école parmi les autres établissements déjà existants, elle se veut tout aussi claire. L'archéologie n'est enseignée nulle part d'une manière pratique. En parlant ainsi, je n'oublie pas les chaires de la Sorbonne, il pense évidemment ici à celle d'archéologie classique de Georges Perrault créée en 1976, et du Collège de France, où professent des hommes éminents par la science et par le talent. Mais leur enseignement si abondant, si plein d'érudition, de vues élevées et profondes, pêche cependant par un point essentiel, il n'est pas fait en face des monuments. Or, il faut, selon Ronchot, ces connaissances positives et précises qui sont à la base de l'archéologie et qui ne s'acquièrent que par la vue et le maniement des objets. Et de conclure, où cela pourrait-il avoir lieu mieux qu'au Louvre et au milieu de nos collections si riches, si variées ? Comme nous l'avons vu en introduction, les conservateurs, pour Ronchot, ont vocation naturelle à l'enseignement. Or, il y a urgence à faire bouger les choses dans ce domaine. Des polémiques se développent en effet dans la presse au cours de l'été. Certains, comme Olivier Rayet, brillant archéologue issu de l'école française d'Athènes, reprochant vertement au Louvre son immobilisme et son retard au regard de ses concurrents allemands ou britanniques en matière de pédagogie, de guides, de catalogues, de cartels, d'aménagement de salles. Un échange d'articles a lieu dans le Courrier de l'Art où Ledrin annonce et soutient le projet d'école de son directeur.
La controverse porte notamment sur les priorités à accorder à la formation de rédacteurs de catalogues ou de guides, aux conférenciers ou aux missionnaires archéologues. Or, au sein du Louvre, tous, loin s'en faut, ne sont pas convaincus par la nécessité de l'école. Philippe de Chenevière, dans ses souvenirs, en donne un témoignage éloquent. Je cite « Ah, dame, il ne fallait pas demander à Tauziat, c'est conservateur du cabinet des dessins, Botte de Tauziat, de favoriser au Louvre ce qu'on pourrait y appeler les idées nouvelles. S'est-il assez moqué de l'école du Louvre et de la prétention de ses fondateurs d'y faire enseigner le goût et la pénétration des chefs-d'œuvre à des apprentis conservateurs au moyen de belles phrases redondantes et inutiles et d'une compétence que pour d'aucuns il préjugeait douteuse, renvoyant d'ailleurs soit à la Bibliothèque nationale, soit au Collège de France, les cours de pure archéologie. Quant à l'idée sans cesse renouvelée des catalogues populaires ou de la démocratisation des musées, elle lui répugnait visiblement comme rabaissant son Louvre, et il ne voulut jamais s'y prêter de sa personne. On voit ici non seulement que Tauziat et Chenevière n'ont guère compris, en parlant de belles phrases inutiles, l'idée première de Ronchot, qui est justement de revenir aux œuvres, mais aussi que deux conceptions du musée, deux familles de pensée, où la dimension politique n'est pas absente, s'opposent, sans toutefois aller jusqu'à s'affronter ouvertement dans la presse. Dans ce contexte tendu, c'est bien une école pratique d'archéologie qui va voir le jour. Le 8 novembre, Ronchot rédige un deuxième rapport dans lequel il ne parle plus que d'une école pratique d'archéologie. L'histoire de l'art a disparu et la première équipe d'enseignants sera en décembre, quand l'école ouvre ses portes purement archéologiques. 6 cours sont au programme. Voilà le premier programme de l'école du Louvre, l'affiche. 3 concernent l'égyptologie et sont confiés à Paul Piret, le chef du département, qui est un pur épigraphiste, et à Eugène Révillou pour le démotique et le droit égyptien. 2 à Ledrin pour l'archéologie assyrienne et l'épigraphie sémitique. Le dernier, cours d'archéologie nationale, à Alexandre Bertrand, conservateur du musée des Antiquités nationales à Saint-Germain-en-Laye, qui inaugure alors le premier cours jamais consacré en France à la préhistoire. Il s'agit, on le voit, d'archéologie non classique, le département gréco-romain, longtemps espéré et même annoncé sur le programme, ayant finalement fait défaut. Face à l'austérité et à la nouveauté d'un tel programme, on comprend que le ministre ait préféré attendre un peu et voir venir avant de valider le règlement des études proposé par Ronchot. Le miracle est que cela marche. On a pu estimer à 130 le nombre d'inscrits au cours de la première année, chiffre dépassant les prévisions les plus optimistes. Ronchot n'avait en tête que ce qu'il appelait des séminaires de jeunes savants, de 5 à 10 élèves, sans doute à l'image de ce qui se pratiquait aux hautes études. Or, il semble y avoir eu jusqu'à 40 personnes pour assister effectivement chaque semaine au cours de préhistoire de Bertrand, le plus fréquenté, et par exemple une vingtaine à ceux de Révillou. Ce n'est malgré tout que 2 ans plus tard, en novembre 1884, alors qu'on s'achemine vers les premiers diplômes, que paraît enfin un règlement des études. L'article 1 distingue un objet général de l'école, je cite, « tirer des collections pour l'instruction du public, l'enseignement qu'elle renferme », et un but spécial, former des élèves capables d'être employés soit comme conservateurs ou bibliothécaires, soit à des missions scientifiques ou à des fouilles pour l'enrichissement des collections nationales. Les 2 visions de Proust et de Ronchot sont ainsi réunies, mais c'est la seconde qui va l'emporter au cours des années suivantes. Précisons auparavant qu'aucun titre n'est exigé pour s'inscrire à l'école, dont les cours peuvent être suivis par des auditeurs libres ou par des élèves, que les études s'y déroulent en 3 ans, chaque année étant validée par un examen, la rédaction d'une thèse permettant ensuite l'obtention du diplôme. Une sorte de débouché professionnel automatique est prévue pour les auteurs des meilleures thèses, sélectionnés par le Conseil des professeurs, auteurs qui se voient décerner le titre d'attaché non rémunéré ou attaché libre, il fallait l'inventer, des musées, fonction qu'il s'engage à remplir pendant 10 ans, sans assurance à son terme d'un quelconque emploi rémunéré.
La première thèse est soutenue dès novembre 1885. Elle traite de la condition juridique de la femme dans le droit égyptien, devant un jury composé d'un professeur à la faculté de droit, d'un professeur de philologie égyptienne aux hautes études et d'Eugène Révillon. La thèse est publiée chez Leroux dès l'année suivante. On est cependant bien loin de l'histoire de l'art, et un tel sujet est pour le moins inattendu dans le cadre du Louvre. Le constat ne va pas manquer d'être fait au cours des années suivantes, au fur et à mesure que se succèdent les thèses de démotique ou de copte et que s'enchaînent les programmes purement archéologiques. Certes, dans ce domaine, l'école semble atteindre ses objectifs. Dès la première année, Le Drin compte, par exemple, parmi ses auditeurs, Marcel de Dieu-la-Foi. Pardon, là, il a sauté, Marcel de Dieu-la-Foi. Ça, c'est Léon Euzé. Bon, tant pis pour Dieu-la-Foi. Qui va se rendre célèbre par ses découvertes sur le site de Suse. Les premières caisses d'objets arrivent au Louvre en juin 85 et dès décembre, Le Drin peut en commenter le contenu à ses élèves. L'enracinement de l'école dans l'actualité des fouilles et la réalité des découvertes est donc immédiat et sera durable. Ainsi, dans l'entre-deux-guerres, cela constituera l'essentiel de l'enseignement d'un Joseph Aquin à Guimet ou d'un André Parrot au Louvre. Le premier conservateur du département des Antiquités orientales fut Léon Euzé, dont on a parlé tout à l'heure pour l'École des Beaux-Arts. Il enseigne pendant 2 ans, de 83 à 85, comme Edmond Potier le rappellera en 1932. Je cite Potier. Euzé était alors en pleine préparation de son grand ouvrage sur les découvertes en Chaldée, écrit en collaboration avec Ernest de Sarzec. La chaire qui lui fut offerte lui fournissait l'occasion de faire connaître au public le très ancien chapitre qui s'ouvrait dans l'histoire et qui reculait d'environ 20 siècles nos connaissances sur l'Orient asiatique. Mais l'histoire de l'art, malgré tout, va finir par s'imposer, car cette archéologie pure et dure crée des frustrations. On s'étonne que l'histoire de l'art soit proscrite du Louvre et la polémique enfle dans la presse. Ronchot ne l'avait pas exclu de ses premiers projets, pensant notamment à la formation de conférenciers, je cite, sachant de quoi il parle, mais il y croyait sans doute assez peu, percevant moins bien le caractère scientifique et la dimension pratique d'un tel enseignement et souhaitant, en bon archéologue, donner la priorité à l'archéologie. Il avait surtout complètement manqué de volontaires du côté des départements concernés. En janvier 86, il doit lâcher du lest. Il recrute pour le département des peintures un conservateur adjoint, Georges Lafenestre, qu'il charge d'un cours d'histoire de la peinture qui sera, comme l'a bien souligné Line Terrien, le premier du genre dans notre pays. Mais cela ne suffit pas. En juillet, Louis Gonze regrette encore dans la presse que les papyrus, je cite, aient envahi l'école et insiste, le Louvre est un grand musée d'art, l'archéologie n'y doit occuper qu'une place secondaire. L'année suivante, quelques mois avant sa mort, Ronchot, à contre-cœur, fait appel à Louis Courageau, que vous avez aussi sur l'écran, pardon, le voilà, Louis Courageau, avec ce petit dessin de Vallotton qui dit bien l'allure de Courageau. Il fait appel à Louis Courageau, adjoint au département des sculptures, lui-même réticent au départ, mais qui a fini par ressentir l'utilité pour la mise en forme et la diffusion de ses idées d'un cours d'histoire de la sculpture. L'enracinement, venons-en maintenant à ce qu'on pourrait appeler la phase d'enracinement de l'école. Elle passe par l'extension des programmes, mais se traduit aussi par l'abandon de véritables ambitions professionnelles. L'arrivée de l'histoire de l'art entraîne en effet la réussite publique de l'école, qui va cependant devenir une école sans débouché. Comme Ronchot l'avait prévu et redouté, les nouveaux cours vont transformer la nature de l'école. D'abord parce qu'ils ont immédiatement un succès considérable. C'en est définitivement fini des séminaires de jeunes savants. Il y aura désormais des cohortes d'auditeurs, d'autant plus nombreuses que les nouveaux professeurs ont un talent consommé et que les sujets qu'ils traitent séduisent ou même passionnent. Resté aux alentours de 130 au cours des premières années, le total des inscriptions passe à 250 dès 1887 pour atteindre 7 à 800 à partir de 1895, puis 900 après 1900. Il y a bien sûr beaucoup moins de présents réguliers que d'inscrits, comme il se doit dans une école entièrement gratuite.
Mais 70 personnes assistent chaque semaine au cours de Corageau en mai 1894, par exemple. Alors, là, ça, c'est Apollo. Donc, pour l'instant, j'en reste là. Lequel enflamme par ses propos sur les origines de la Renaissance ou par ses dénonciations virulentes de l'académisme, presque autant à celui de La Fenestre, qui charme par les primitifs florentins ou par le XVIe siècle vénitien. Le cas le plus marquant est celui de Salomon Reynac. Le voilà, conservateur de Saint-Germain-en-Laye. Il a succédé à Bertrand pour le cours d'archéologie nationale. En 1902-1903, il propose de donner, à titre d'essai bénévole, un cours d'histoire générale de l'art en 20 leçons, qu'il publiera dès 1904 sous le titre d'Apollo, et qui sera, jusque dans les années 30, un énorme succès d'édition. Il raconte dans l'avant-propos ce que fut l'afflux du public. Dès la première leçon, il y eut foule. 15 jours après, il se produisit des bousculades. On dut ouvrir toutes les portes, multiplier les bancs, rétrécir les tables, entasser le public dans 4 pièces contiguës, alors qu'à mon cours d'archéologie celtique, il n'en remplit même pas une. Mais le sommet est atteint quelques années plus tard, entre 1905 et 1910, quand il donne le cours d'histoire de la peinture. La confusion, il y a des blessés, il faut faire intervenir la police, et l'influence sont telles qu'il faut transférer le cours dans la galerie d'Aru, au pied de la Samothrace, en aménageant celle-ci en salle de cours provisoire. S'il se trouve dans ces foules des élèves, leur nombre est évidemment réduit. Ils ne sont que quelques dizaines, ne dépassant la centaine que vers 1910. Chaque année, en moyenne, moins d'une douzaine deviennent anciens élèves, titre que l'on obtient après l'examen de 3e année. Et 1 ou 2 seulement, chaque année, sont diplômés. À cela, rien de surprenant pour un diplôme n'assurant dans les faits aucun débouché. Car le système des attachés libres, imaginé par Ronchot, s'est assez vite révélé pour ce qu'il était, c'est-à-dire une simple fiction. S'engager à travailler sans rémunération pendant 10 ans et sans aucune certitude d'un emploi à l'arrivée ne pouvait naturellement guère susciter de vocation, quel que soit le prestige du poste. D'autant que les équipes scientifiques des musées nationaux restent alors très réduites et offrent peu de place. En 1893, on imagine de se tourner vers les musées de province avec une circulaire envoyée à tous les conseils généraux, vantant les formations de l'école et suggérant aux conseils généraux d'y envoyer des boursiers qui, à leur retour, seraient des personnels scientifiquement compétents dans les musées locaux. C'est un échec cuisant, un seul département ayant répondu favorablement, qui traumatise durablement l'école. Une conséquence immédiate en est l'abandon, dès 1895, de toute perspective précise de débouché professionnel dans la rédaction de son règlement. Il n'y est plus question que de la formation d'élèves capables d'être employés dans les musées, sans en dire davantage sur le type de poste. Il en ressort surtout un changement global d'ambition, car le très net succès simultané auprès des auditeurs autorise à ne plus se focaliser comme du temps de Ronchot sur les seuls élèves, d'autant que d'autres lieux apparaissent pour l'enseignement de l'histoire de l'art, comme la Sorbonne, où la première chaire devient officielle en 1893, celle de l'aumônier. L'idée s'affirme alors que l'école ne délivre qu'une formation complémentaire spécialisée, certes très recommandable pour une carrière dans les musées, mais ne se suffisant pas en elle-même. De fait, presque tous les élèves de l'époque ont des parcours croisés. Mais si l'ambition s'affaiblit pour l'avenir professionnel des élèves, on est alors très loin du rêve d'Antonin Proust, comment se montrer en même temps plus exigeant en matière de scolarité ou trouver la volonté de corriger certaines carences trop évidentes? Constatant le déséquilibre persistant des programmes de cours qui dotent une place encore très grande à la philologie et à l'épigraphie et trop insuffisante à l'histoire de l'art, Théophile Homolle, le directeur des musées, parvient en 1910 à établir la parité entre les cours d'archéologie et les cours d'histoire de l'art. Ces derniers sont étendus aux époques modernes et contemporaines, confiés à Pierre de Nolhac, le conservateur de Versailles, ou Léonce Bénédite, le conservateur du Luxembourg.
Comme le département des antiquités gréco-romaines accepte enfin lui aussi de faire cours, la quasi-totalité des départements des collections nationales est désormais représentée dans l'école, à l'exception de Cluny. Mais cette extension se fait au prix de la disparition pure et simple des cours d'épigraphie. Surtout, Aumol rencontre deux échecs majeurs. Il ne parvient pas à mettre en place un cours d'histoire générale de l'art, pourtant indispensable pour permettre aux élèves de contextualiser leurs connaissances très spécialisées et pour vérifier leur culture générale. Et second échec, un enseignement spécifique de muséographie que de plus en plus de voix demandent et s'étonnent de ne pas encore trouver dans les programmes. Il faut ici malgré tout relativiser. Une muséographie pratique est enseignée depuis le début dans certains cours de l'école. Alexandre Bertrand fait ainsi régulièrement dans les salles de Saint-Germain des démonstrations d'aménagement de vitrines, de soclage, de moulage, de conception d'étiquettes et même d'utilisation d'objets archéologiques. Autre exemple, quand en 1910, un cours d'archéologie gréco-romaine, d'archéologie classique est enfin créé, comme je l'ai dit, son titulaire, Étienne Michon, conservateur en chef du département, choisit de le consacrer à l'histoire des collections, sujet de muséographie, pour ne pas marcher sur les brisées de ses collègues universitaires qui enseignent déjà abondamment la sculpture ou l'architecture gréco-romaine. La plupart des professeurs divisent l'année en semestres d'hiver, dont les cours avec projection se déroulent dans la salle de l'école, et semestres d'été, à partir d'avril, dans les salles du musée, devant les vitrines ouvertes et en manipulant les objets présentés. Les questions de conservation, de catalographie, d'accrochage y sont inévitablement abordées. Mais cela ne convient pas pour les cours où le public est particulièrement nombreux, notamment pour l'histoire de la peinture. Surtout, il n'existe pas de programme officiel de muséographie ni de cours dédiés. Les choses sont laissées à l'initiative individuelle. Pierre de Nolac, par exemple, après son cours pour élèves et auditeurs mélangés, qui se tient dans l'une des salles du château de Versailles, prend à part le petit groupe des élèves et leur explique ensuite in situ, dans les autres salles, son programme de remeublement et de restitution des décors. L'école, en ces années qui précèdent la Première Guerre, semble comme anesthésiée par son succès public. Même l'énorme scandale provoqué par le vol de la Joconde en 1911, qui démontre le retard du Grand Musée national en matière de gestion et d'aménagement, ne suffit pas à faire accélérer la mise en place d'un enseignement de muséographie. Les moyens accordés à l'école restent squelettiques. Elle n'a ni locaux adaptés. Je vous montre la salle de l'école encore en 1900. Le cliché est pris vers 1928, quelque chose comme ça. Ça se passe dans l'ancien appartement du grand écuyer de l'empereur. La salle existe toujours et vous voyez comment les personnes étaient installées l'une en face de l'autre. Il n'y a ni bibliothèque, ni photothèque. Les professeurs achètent en grande partie eux-mêmes les plaques de verre dont ils se servent pour leurs cours, au moment où les documentations des instituts d'histoire de l'art, à Lille ou à Lyon, par exemple, affichent déjà des collections remarquables. L'inertie est d'autant plus forte que, malgré tout, beaucoup d'anciens élèves parviennent à se professionnaliser, soit en archéologie, je cite par exemple Georges Bénédite, Émile Chassinat, Jean Clédat, Georges Legrain, Louis Delaporte, Jean-Vincent Schell, le traducteur du Code d'Hammurabi, soit dans les départements d'histoire de l'art, comme Paul Leprieur, Gaston Brière, Paul Vitry, Jean-Joseph Marquet de Vasselot. Et que le niveau scientifique des travaux est tout à fait honorable. Sur la soixantaine de thèses soutenues avant 1914, un gros tiers fait l'objet d'une publication, soit sous une forme ou sous une autre. Une commission pour des réformes à mettre en place dans les musées et à l'école est finalement réunie, mais on est alors en juillet 1914. J'en arrive à la troisième étape, celle de la difficile et longue conquête de l'équilibre entre service du grand public et développement d'une formation technique. Je me contenterai d'en esquisser les grandes lignes. Jusqu'en août 14, l'école est restée clairement une école pratique d'archéologie et d'histoire de l'art. C'est au cours des années 20, au lendemain de la guerre, que l'école d'administration des musées va faire un retour en force. Deux raisons principales à cela. La première est l'émergence d'un nouveau public, plus divers, plus nombreux, qui réclament des musées mieux aménagés, plus accessibles, où ils puissent trouver des explications et des guides. L'école est à même d'en fournir et d'organiser des conférences promenades dans les salles. En 1920, c'est l'ancêtre des visites conférences, de même qu'elle donne la majorité des intervenants
pour un programme de conférences gratuites et ouvert à tous, créé par la direction des musées, un programme de conférences d'histoire générale de l'art, les cours Rachel Boyer, créés en 1921, qui connaissent une réussite fulgurante. La seconde raison, qui découle de la première, est le vaste programme de rénovation du Louvre qu'un nouveau directeur, Henri Verne, conçoit à partir de 1926 et parvient à lancer en 1931. La mise en œuvre puis le fonctionnement de ce programme, destiné à servir de modèle pour les autres musées français, appelle une nouvelle génération de conservateurs et de professionnels formés à la muséographie. D'autant que celle-ci est désormais à la mode et qu'elle se trouve débattue dans des instances internationales comme l'Office international des musées, créé en 1926. C'est à partir de 1928 que se mettent en place à l'école les premiers cours officiels de muséographie, complétés en 1933 par un certificat d'études muséographiques que l'on peut obtenir en troisième année. La formation technique des futurs conservateurs est donc revenue sur le devant de la scène. Mais qu'est-il advenu de la pédagogie par l'objet et du rôle des conservateurs dans l'enseignement ? Le problème posé par la dimension du public n'a fait que s'accroître. Si le nombre des auditeurs libres stagne ou diminue dans l'entre-deux-guerres, l'école comme les musées est devenue payante, le nombre des élèves explose. D'une centaine vers 1900, ils sont plus de 1000 vers 1930, dont plus de la moitié passent les examens. Tous les professeurs, pourtant, ne renoncent pas à enseigner devant les œuvres. En 1927, par exemple, Robert Ray, pour illustrer son cours des arts au XIXe siècle consacré aux impressionnistes, se fait prêter des tableaux par Ambroise Vollard et fait installer dans la salle de cours un éclairage spécial se rapprochant de la lumière du jour. Les musées y gagnent par Vollard le don de la Belle Angèle de Gauguin, mais l'expérience restera sans lendemain. Vollard a déclaré en effet que si la Belle Angèle était venue jusqu'au Louvre, elle devait y rester. La solution ne tarde pas à être trouvée. Elle passe par la création, à cette même date, des visites dirigées réservées aux élèves par petits groupes, confiés à des assistants ou attachés qui commencent à se multiplier dans les départements. Mais la pratique n'est systématisée qu'après la Libération, pour aboutir de nos jours aux travaux dirigés devant les œuvres, élément essentiel de l'enseignement de premier cycle. Il en existe aussi pour les auditeurs. L'autre question est celle de la place que peuvent tenir les conservateurs dans l'enseignement. Très tôt, l'école s'est aperçue, malgré les prédictions de Ronchot, qu'il ne pouvait y avoir d'automatisme entre conservation d'un département et enseignement. Trop de tâches diverses étaient venues progressivement occuper l'emploi du temps des conservateurs. Dès 1923, le système très codifié de suppléance réservé aux seuls membres des équipes de conservation avait été très largement assoupli pour permettre des interventions extérieures. Leur nombre restera limité jusque dans les années 80 pour augmenter ensuite beaucoup, obligeant l'école à réagir pour aller jusqu'à fixer aujourd'hui une proportion obligatoire de professionnels de musée devant être respectée dans ses effectifs d'enseignants. Restait le vieux sujet de la formation technique issue de la muséologie enfin officialisée dans l'école et devant permettre notamment la formation des futurs conservateurs. La nouvelle orientation prise à la fin des années 20 trouve son aboutissement en 1941 à l'initiative d'un ancien professeur de l'école et historien de l'architecture devenu secrétaire général des Beaux-Arts sous Vichy, Louis Hautecoeur. Dans le cadre d'une réforme des musées, organisant notamment la tutelle de l'État sur les musées de province, on ne peut s'empêcher de penser ici à Antonin Proust et à son projet de réforme des musées, est créée au sein de l'école une section supérieure, accessible par concours en début de scolarité, dotée d'un programme renforcé, dans lequel notamment la muséographie est obligatoire avant la rédaction de la thèse. Les élèves issus de cette section seront conservateurs des musées nationaux ou des musées classés en province. Maintenue à la Libération, la section supérieure existera jusqu'en 1963. C'est de cette section, par exemple, que sont sortis des gens comme Michel Laclotte ou Pierre Rosenberg. 1963, date à laquelle un nouveau concours pour accéder au corps des conservateurs des musées nationaux au niveau de la licence sera mis en place.
L'école perdra alors la sorte de monopole acquis en 1941, tout en restant le principal réservoir de lauréats pour ce concours. Mais une fois encore, elle aura tendance à s'assoupir et à vouloir continuer sa route selon de vieux schémas, se reposant toujours sur l'affluence de ses publics et oubliant une nouvelle fois de renouveler ses exigences en matière de scolarité. Chargée en 1986 de la création en son sein d'une école d'application après le concours, elle y trouvera sans doute temporairement, jusqu'en 1990, l'illusion de la pérennité de sa position d'école d'administration des musées. Le réveil en 1991, quand l'école d'application sera transformée en école du patrimoine indépendante, en sera d'autant plus difficile, mais ce réveil ne s'en produira pas moins, mené avec résolution par étapes successives. 1994, mise en place d'un test probatoire pour sélectionner les élèves à l'entrée de l'école. 1997, transformation en établissement public administratif, donnant une réelle souplesse de fonctionnement. 1998, réinstallation dans les nouveaux locaux de l'Aile de Flore. 2002, début de la réorganisation des études selon le schéma LMD, licence, master, doctorat. Pour conclure, je voudrais invoquer Henri Faucillon. Une grave crise marqua l'histoire de l'école juste avant la Deuxième Guerre. Elle se produisit à la suite du rapport d'un membre de la Cour des comptes consacré à la réunion des musées nationaux. Celle-ci encaissait certains droits d'inscription de l'école et le rapporteur de la Cour des comptes avait étendu ses observations à cette dernière, critiquant non seulement la légalité de la perception de ces droits, mais aussi le contenu et l'organisation de l'enseignement, jugés trop légers. Il avait préconisé de la faire passer sous le contrôle de l'université et de faire entrer dans son conseil des études des enseignants représentant la Sorbonne, les Chartes, l'École pratique des hautes études, l'École des beaux-arts et le Collège de France. Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale, avait suivi cette recommandation, déclenchant évidemment polémique et protestation. La première réunion du nouveau Conseil des études eut lieu en mai 1939. Ce sera la seule d'ailleurs. Faucillon, qui avait vécu en direct la montée de la rivalité entre l'école et l'Institut d'art depuis la fin des années 20, création de ce dernier, y représentait le Collège de France, dont il était désormais membre. Le secrétaire général des Beaux-Arts, qui présidait la séance, après avoir expliqué que la suppression pure et simple de l'école avait été envisagée, indiqua son souhait de voir les membres du conseil extérieur à l'école siéger jusque dans les jurys d'examen. Humiliation totale pour les membres de celle-ci, protestation et menaces de démission collective. C'est Faucillon qui apaise la situation en expliquant au secrétaire général qu'il était hors de question pour eux de contrôler leurs éminents collègues du Louvre, mais qu'il s'agissait plutôt d'établir des concertations et des collaborations, notamment pour les thèses, ce sur quoi tous tombèrent d'accord, faisant s'incliner le secrétaire général des Beaux-Arts. On chercha en fin de séance à définir le rôle et la juste place de l'école. C'est encore Faucillon qui trouva la juste formule qui conclura mon exposé. Je cite « Je ne voudrais pas qu'il fût dit que l'école du Louvre a le privilège de l'enseignement de l'art et de l'archéologie, mais je tiens pour assurer qu'elle enseigne d'après l'objet et que telle est sa principale raison d'être. » Je vous remercie pour votre attention. Très grand merci, Philippe, pour cette présentation que vous avez mise sous le titre de plasticité, en fait, plasticité de l'institution et des différentes tensions qui résultent d'un immense succès public et du désir ou de la nécessité de garder ce qu'on croit être ou ce qu'on pense être un standard scientifique toujours en connexion avec son époque. Un grand merci. Est-ce que des questions se sont déjà formées dans les têtes des uns et des autres ? En avançant par François René, Martin. Peut-être juste une
question, cher Philippe, et merci pour votre communication qui développe des choses dont nous avions déjà un peu discuté. Je m'interrogeais tout de même sur une chose. Est-ce qu'à l'école du Louvre, les différents directeurs ont eu conscience, par exemple, qu'il y avait des lieux où cette tension, cette opposition entre l'objet et les méthodes était formulée différemment? Je pense notamment à l'école de Vienne, avec des gens comme Riegel, qui fera des allers-retours entre le musée et l'université, ou même quelqu'un comme Schlosser, évidemment, ou même quelqu'un comme Ernst Kries, qui est conservateur de musée fondamentalement, mais aussi quelqu'un qui invente des méthodes. C'est-à-dire que cette tension en France, elle se manifeste de manière totalement différente et beaucoup plus productive et moins paranoïaque, je crois, dans le milieu viennois qu'en France. Non, du côté des directeurs, je ne crois vraiment pas qu'il y a eu cette tension ou l'existence de ce genre de problématiques. Même quand ils sont d'éminents archéologues comme Théophile Homolle, par exemple, qui est, je vous rappelle, l'inventeur de l'Aurige de Delphes, par exemple, je pense que la réflexion qu'ils conduisent est beaucoup plus générale, notamment de deux ordres. Ils veulent élargir un peu le champ de l'enseignement vers l'histoire générale de l'art et pousser vers cette formation technique dont ils ont besoin pour les musées. C'est clairement le sujet. Au niveau des enseignants, au niveau des conservateurs, il y a bien sûr des liens et des interrogations avec ce qui se passe par exemple à l'université. Au début, par exemple, le lien entre Lemonnier, André Michel, par exemple, est très fort. Ils sont tous les deux élèves de Courageau. Ils ont pour lui la même révérence. Ils sont les co-éditeurs de ses cours. Il y a, je dirais, au début, il n'y a pas de véritable rivalité ou de manière de penser différemment, je dirais. Si, bien sûr, l'école des Beaux-Arts demande d'ailleurs, l'université demande à plusieurs reprises la possibilité de venir dans les salles du Louvre, etc., ce qui est accordé, évidemment, tout à fait librement par les directeurs successifs. C'est à partir des années, à la fin des années 20, avec la création de l'Institut d'art, que progressivement les choses se tendent et que l'école, notamment, est jugée trop faible, son enseignement trop limité, trop partiel, une école pour amateurs, avec aussi le problème de la dimension féminine des élèves. Ça, j'en ai pas parlé, mais c'est évidemment très très important, parce que c'est évidemment fondamentalement une école pour jeunes filles. Le choix sur la non-professionnalisation des élèves s'explique aussi largement par cet auditoire féminin, c'est-à-dire que ces demoiselles viennent à l'école elles n'ont pas d'objet, ça commence un peu dans les années 20, elles n'ont guère de finalité professionnelle, elles ne peuvent pas en avoir, soyons clairs. Les premiers conservateurs femmes au Louvre, c'est 1946. La première conservatrice femme au Louvre, c'est Jacqueline Bouchot-Sopic en 1946. Donc voilà, pendant longtemps, les objectifs des directeurs, et ça, pour répondre à votre question, sont très pratico-pratiques. Donc le terme d'attaché libre, les attachés libres sont surtout des femmes en fait. Alors au début, non, la féminisation de l'école intervient pendant la Première Guerre mondiale. Au début, pour les élèves, c'est que des hommes. Les femmes sont rares. C'est exactement comme à la Sorbonne, en lettres. C'est à peu près dans les mêmes années qu'on voit arriver des femmes, et que les premières élèves de l'école du Louvre femmes sont d'ailleurs des étudiantes d'Europe centrale ou de Russie. La première ancienne élève de l'école du Louvre est une Roumaine.
Et c'est tout à fait... on observe le même phénomène à la Sorbonne. Enfin, ce sont les Moldaves de François René tout à l'heure. Elles viennent parce qu'elles n'ont aucune possibilité de se former dans leur pays d'origine, et à Paris sont accueillies sur les bancs de la Sorbonne ou de l'école. On trouve aussi des Américaines, bien sûr, des Anglo-Saxonnes, mais c'est surtout des jeunes femmes de l'Est.